Très bien. Bonjour, je suis professeur Birahim Bounignan. Je suis chargé de présenter le module sur la modélisation macroéconomique et dans une perspective orientée plutôt vers les pays en développement en général et les pays africains en particulier. Alors, nous allons passer maintenant au troisième point sur les modèles macroéconométriques. Alors, pour ces modèles, on peut distinguer deux types. D'une part, les modèles dits de programmation financière et d'autre part, les modèles vectoriels autorégressifs, appelés également modèles VAR. Alors, pour les modèles de programmation financière, ils ont été élaborés avec l'appui du FMI, le Fonds monétaire international, pour effectivement réaliser des exercices de cadrage macroéconomique. Et il s'agit précisément de chiffrer, de faire un chiffrage des programmes économiques et en particulier des programmes d'ajustement structurel. Alors, ce modèle de programmation financière s'appuie sur quatre comptes macroéconomiques. Il s'agit d'une part de l'équilibre ressources-emploi des biens et services. Il y a également la balance des paiements. Il y a le tableau des opérations financières de l'État. Et enfin, le dernier compte porte sur la situation monétaire. Alors, comme modèle de programmation financière type, on peut donner l'exemple du modèle consolidé FMI Banque mondiale. Le modèle FMI a comme père fondateur Polak, un économiste qui a été dans les années 50-60 économiste en chef au niveau du FMI, qui avait élaboré ce modèle, et également le modèle RMSM qu'on a vu dans la famille des modèles quasi comptables. Il y a eu donc un modèle consolidé et qui est un modèle type, effectivement, de programmation financière. Et ce modèle type consolidé, et, il va servir de cadre d'analyse, en particulier des programmes d'ajustement structurel qui ont été appliqués dans beaucoup de pays en développement, notamment les pays africains. Alors, nous avons donc, pour faire un peu la synthèse des, comment dire, des variables qu'on va retrouver dans ce modèle, il y a un certain nombre de variables endogènes, exogènes dont on analyse. Il y a également des paramètres qu'on retrouve également dans ce modèle. Alors, ce modèle d'ajustement structurel, effectivement, permet d'analyser la croissance, notamment en termes d'objectifs, également la balance de paiement et également l'objectif en termes d'inflation. Et pour atteindre ces objectifs, les variables instruments, c'est-à-dire les variables sur lesquelles il faudrait agir, notamment l'État, ce sont par exemple le crédit notamment destiné au secteur public. Il y a également le taux de change, il y a les dépenses publiques et également la fiscalité. Ça veut dire soit on agit sur des taux d'imposition ou bien on agit sur des assets. Donc, c'est la manipulation de ces instruments-là qui permet donc d'atteindre des objectifs soit de croissance, de balance des paiements ou d'inflation. Alors, ces modèles quand même, font l'objet d'un certain nombre de critiques, parce que certains phénomènes ne sont pas du tout étudiés ou pas suffisamment. Il s'agit par exemple de l'effet de la dette publique sur le taux d'intérêt domestique. Il s'agit aussi de la question de l'homogénéité des flux de capitaux privés. Et on peut mentionner également les relations à court terme entre le crédit et la production qui ne sont pas du tout analysées dans ce modèle. Là aussi, la modélisation du côté de l'offre pose problème dans la mesure où la complémentarité entre l'investissement public d'une part et l'investissement privé n'est pas prise en compte dans le modèle. Le fait aussi de prendre comme hypothèse que l'ICOR est constant, ça n'a pas fait l'objet d'une justification empirique et encore moins théorique. Alors même si les prix relatifs jouent un rôle dans ce modèle, les prix relatifs ne vont agir sur l'allocation des risques que du côté de la demande.
et non du côté de l'offre. De manière aussi plus générale, les anticipations ne sont pas suffisamment prises en compte et également le marché du travail ne joue pas un rôle spécifique. Alors, autre type de modèle maintenant macroéconomique, ce sont les modèles vectoriels autoréflexifs qui sont appelés modèles VAR. Les modèles VAR, en fait, constituent une généralisation des processus autoréflexifs au cas multivariés. C'est-à-dire, on a des modèles où les variables sont expliquées par leur histoire et également par l'histoire de l'ensemble des variables, effectivement, des autres variables du modèle. Alors, pourquoi ces modèles VAR? Ces modèles VAR sont nés des critiques qui ont été formulées par Sims et Granger au modèle économique traditionnel à équation simultanée. On en a parlé tout à fait au début. Alors, ces critiques portent sur le point suivant. Comme on l'a vu, Sims avait insisté sur le fait que le fait de donner le statut de variable exogène à certaines variables n'était pas justifié sur une base statistique. Donc, c'était assez arbitraire. Une autre critique qui a été formulée à l'égard des modèles macroéconomiques, c'est que ces modèles avaient du mal à faire des prévisions de bonne qualité. Puisque dès lors que l'environnement est devenu instable, ces modèles ont perdu beaucoup en termes de capacité, en termes de performance pour la prévision. Et également, une autre critique, c'est que ces modèles n'analysent pas de manière satisfaisante les phénomènes des anticipations des agents économiques. Alors, il y a une phrase de Sims qui en dit long sur un peu son approche, parce que c'est une sorte de mise à garde. Sims qui dit « Méfiez-vous des a priori théoriques. Des a priori théoriques, laissez parler les données. » Parce qu'il considère que très souvent, les modèles, sous l'influence de certaines théories, prennent des positions qui manquent de justification sur le plan pratique, sur le plan empirique. C'est pourquoi lui, il fait le choix de vouloir laisser parler les données, c'est-à-dire faire une analyse qui est plus statistique que théorique. Et il propose une méthodologie qui permet d'échapper à ces critiques-là. Et effectivement, c'est la méthodologie VAR. Et dans un modèle de type VAR, toutes les variables sont alors endogènes. Il n'y a plus de distinction entre variables endogènes et exogènes. Toutes les variables sont endogènes dans la mesure où chaque variable est expliquée par ses propres valeurs passées et également par les valeurs passées des autres VAR. Alors, un modèle VAR est alors un modèle statistique dynamique et dans lequel il n'y a pas énormément de contraintes. Ce qu'il y a comme compte, c'est quoi? C'est d'abord le choix des variables qui doivent figurer dans le modèle et également le nombre de décalages, le nombre de retards qui doivent intégrer dans ce modèle, qui doivent être tenus dans le modèle. Alors, pour le choix des variables, ça va dépendre de la question de recherche à laquelle on va répondre. Et également, pour le nombre de retards, ce qu'on appelle retard optimal, il est déterminé par des critères statistiques. Alors, donc, un modèle VAR peut être présenté, par exemple, sous une forme matricielle, où on va retrouver un vecteur de variables, comment ce vecteur de variables est lié par rapport aux valeurs passées de l'ensemble des variables et également les coefficients. Alors, le résidu est appelé ici donc innovation. Alors, on a différentes formes de modèles VAR. Il y a des modèles, il y a le modèle, ce qu'on appelle la forme structurelle, mais également la forme réduite du modèle. Alors, l'équation qu'on a vue tout à l'heure se représente la forme réduite du modèle, où effectivement, l'équation 1, c'est l'équation qu'on a donc au départ, donc celle-là, ça représente la forme réduite du modèle. On a les vecteurs de variables, on a maintenant
les autres variables constituent le modèle qui font l'objet de décalage. On a A qui représente aussi la matrice des, comment dire, A1, A2, etc., la matrice des coefficients, et A0 représente la constante, alors que U représente la matrice des résultats. Donc ici, on a une présentation effectivement sous forme matricielle. Alors, le modèle VAR aussi peut se présenter sur une, puisqu'il est récursif, hein, ce modèle il est récursif, c'est-à-dire il y a une variable A qui agit sur une variable B qui agit sur une variable C, etc. Il peut être présenté sur une forme moyenne mobile, c'est-à-dire les vecteurs de variables vont dépendre essentiellement des innovations actuelles ou passées. Et donc, c'est ce qu'on a ici au niveau de cette équation 4. Et le petit y représente ici les vecteurs de variables. Les epsilon, effectivement, représentent les innovations. Alors, ces modèles VAR ont un certain nombre d'avantages. Parmi ces avantages, on peut noter le fait que ce sont des modèles qui font des prévisions de bonne qualité, alors que le coût de construction est relativement faible. On ne fait pas beaucoup de temps pour voir quelle est la bonne spécification qui est sur la base des estimations économétriques. Hein? Mais on a comparé les résultats en termes de prévision par rapport à des modèles beaucoup plus lourds et on s'est rendu compte que ces modèles sont relativement performants pour cet exercice de prévision. Alors, mais il y a quand même une contrainte qui se pose parce que ce sont des modèles où on se retrouve avec un nombre de coefficients estimés quand même relativement élevé. Pour illustrer cela, on peut dire que si le modèle a n variables et il y a p retard au décalage, le nombre de variables de paramètres estimés par l'équation va s'élever à np plus 1. Et si on illustre en prenant le cas d'un modèle où il y a 6 variables, par exemple, et 4 décalages, hein, alors il y aura 150 paramètres à estimer. Et on sait que pour avoir des estimations de qualité, on doit avoir un nombre d'observations beaucoup plus élevé que le nombre d'estimations. Vous avez déjà, avec 150, comment dire, paramètres, on est sur des bases très élevées. Ça veut dire qu'il faut disposer d'au moins 160, 170, etc., nombre d'observations. On voit bien que si on est dans le contexte des pays africains, surtout si on travaille sur les données macro, il est très difficile d'avoir effectivement un modèle avec la taille d'un échantillon qui atteint ces niveaux. Donc ça, c'est une des contraintes. Et pour éviter cela, on est obligé donc d'avoir des modèles avec des tailles assez limitées. Bon, le nombre de variables, généralement, c'est entre 2 et 6, notamment pour des données, si on travaille sur des questions macro. Alors, il y a également les modèles VAR dits structurels qui échappent à certaines des critiques adressées au modèle VAR. Et on a ici la forme, le format de ce type de modèle dit modèle VAR structurel. Donc, c'est différent de la forme réduite où on a le vecteur des variables qui dépendent effectivement des variables passées avec quand même une structure de retard. Il faut résoudre le modèle, comment dire, structurel, la forme pour aller vers la forme réduite. Alors, dans ces formats structurels, les innovations ils peuvent être interprétées comme des chocs structurels. Des chocs structurels, et parce que dans le cas du modèle structurel, ces innovations ne sont pas corrélées, contrairement à la forme réduite. Alors, ces chocs structurels peuvent aussi être attribués formellement à la fluctuation
de l'affectation d'une variable. On peut assimiler effectivement ce choc de structure à une fluctuation d'une variable. Alors, mais pour ces modèles VAR structurels, il y a aussi des restrictions, ce qu'on appelle, parce que pour identifier le modèle, voir les conditions dans lesquelles le modèle peut être résolu, peut être estimé, il y a un certain nombre, effectivement, d'opérations à faire. Donc, il y a des restrictions qu'il faudrait poser. Et si on a un modèle VAR structurel qui comporte n variables, le nombre de restrictions, c'est-à-dire de règles à poser pour pouvoir résoudre et estimer le modèle est égal à n facteur de n-1 sur 2. Ça veut dire que, pour donner un exemple, si on a un modèle à 4 variables, le nombre de restrictions nécessaires va être égal à 6. Alors, pour ces restrictions, il y a des restrictions dites de court terme et des restrictions de long terme. Les restrictions de court terme, ce sont par exemple le fait de considérer que les corrélations entre les variables sont contemporaines, hein, parce que il y a pas, les corrélations ne sont pas liées uniquement aux valeurs passées, mais on peut considérer que même les valeurs contemporaines, par exemple, xt va dépendre de yt au lieu de dépendre de yt moins 1. Et il y a des restrictions également à long terme. Ça veut dire qu'on considère ici que les effets à long terme d'un choc permanent sur une variable, sur une des variables endogènes du modèle. On considère que si on fait un choc sur une variable, non seulement il y aura un effet, mais ces effets vont se manifester même à long terme. Alors, on peut noter un certain nombre de limites quand même pour ces modèles VAR. D'abord, une des principales limites, c'est que ce sont des modèles athéoriques, c'est-à-dire notamment les modèles VAR où on a comme référence la forme réduite. Peut-être le problème se pose moins pour les VAR structurels, mais pour la forme réduite, il n'y a pas du tout de théorie. L'approche est purement statistique. Alors, la forme également des relations, c'est une forme linéaire. Hein, et ça veut dire que s'il y a des non-linéarités, cela n'est pas pris en compte par le modèle. Ensuite, quand on fait des prévisions conditionnelles au niveau des modèles VAR, c'est une démarche qui va dépendre fondamentalement des hypothèses d'identification des modèles. Et ces hypothèses il arrive effectivement qu'elles soient assez discutables. Ensuite, une autre critique qu'on peut faire, c'est que ces modèles ne permettent pas de saisir la volatilité des variables économiques qui se modifient au cours du temps. Voilà, nous allons passer donc à une autre catégorie de modèles, cette fois-ci, les modèles dits d'équilibre général calculable. Alors, ce sont des modèles qui ont eu beaucoup de succès à partir du début des années 90, une période où on a vu que dans beaucoup de pays en développement, notamment des pays africains, il y avait des réformes, il y avait des changements, il y avait un tournant au niveau du développement et de nouvelles politiques adoptées, de libéralisation, mais également des programmes de lutte contre la pauvreté. Bon, à la base, ce sont des modèles d'inspiration néoclassique parce que qui partent du travail qui a été fait par Varras, le modèle de Varras, comme on le sait, et la référence pour le modèle, l'approche néoclassique. Alors, une des caractéristiques de ces modèles, ce sont des modèles qui sont relativement désagrégés, tant au niveau des produits qu'au niveau des facteurs. Ce sont des modèles également qui vont combiner les approches microéconomiques et macroéconomiques. Et ce sont des modèles où les prix sont supposés flexibles et la flexibilité des prix donc, entraîne un équilibre au niveau des différents marchés. Alors, dans un modèle d'équilibre général calculable, il y a le cadre comptable maintenant, qui est représenté par la matrice de comptabilité sociale. Cette matrice de comptabilité sociale qui est une synthèse de deux tableaux de synthèse de la comptabilité nationale.
à savoir d'une part le TES et d'autre part le TE. Alors, pour maintenant euh, faire le chiffrage de ces modèles, il y a une opération qui est faite et qu'on appelle calibrage. Le calibrage, c'est le processus par lequel, effectivement, on arrive à chiffrer ce type de modèle. On arrive à rendre cohérent la MCS, mais également, comme on va le voir, les équations qui constituent le modèle. Alors, c'est dans le modèle, donc, où on a des équations de comportement, ça veut dire qu'on a des paramètres, mais ici, ces équations, comment dire, mathématiques ne font pas l'objet d'une validation économétrique, c'est-à-dire on ne les estime pas systématiquement. Généralement, il arrive dans la démarche, par exemple, au lieu d'estimer un coefficient, on va prendre la valeur d'un coefficient, par exemple, soit d'un pays qu'on considère comme étant similaire au pays qui est étudié, ou bien qu'on retrouve tout simplement dans la littérature. Alors, ces modèles donc, sont utilisés essentiellement pour faire des exercices de simulation, que ce soit des simulations volontaires, comme des simulations liées à la politique économique, ou des simulations liées à l'évolution de l'environnement international. Alors, si les modèles quasi-comptables sont critiqués parce qu'on les considère comme étant assez conservateurs, hein, parce qu'il n'y a pas d'analyse de comportement, c'est des relations dans lesquelles, purement comptables, hein, les modèles, par contre, d'équilibre général qualifiable sont considérés comme par une grande flexibilité, une aptitude à l'économie, pour l'économie de s'adapter aux variations de prix et également une capacité telle que l'équilibre des différents marges est assuré. Mais là, ce qu'on peut dire que quand même, si on regarde un peu la situation des pays en développement, où il y a quand même comment dire, des comportements assez spécifiques, il y a un certain nombre de contraintes souvent très fortes, on peut douter de la capacité de ces économies, effectivement, à suivre une trajectoire qui est celle qui est décrite par ces modèles-là. Ensuite, autre observation qu'on peut faire pour ce type de modèle, ce sont des modèles dont les résultats sont très sensibles hein, à la valeur des paramètres. Il suffit de bouger les paramètres pour avoir quand même des résultats assez différents. Et le constat qui a été fait également, c'est que si la valeur des paramètres quand même est fixée à un niveau assez bas, on a des résultats qui sont assez proches de ce qu'on a avec les modèles d'équilibre général, les modèles, pardon, quasi-comptables. Alors, dernier type de modèle, ce sont les modèles dits des SGE. Ces modèles DGSE sont des modèles dynamiques stochastiques d'équilibre général. Et ils ont été développés à la suite d'un certain nombre d'avancées au niveau de la recherche en macroéconomie, notamment les recherches qui ont mis en évidence un certain nombre de distorsions, un certain nombre de frictions, c'est-à-dire des éléments de rigidité et des fonctionnements assez particuliers des marchés et assez contraires à ce qui a été décrit par le modèle néoclassique. Alors, pourquoi ces modèles de GSE? On a vu qu'au départ, il y avait des critiques adressées au modèle macro, la critique de Sims qui a conduit à développer les modèles VAR, mais aussi la critique de Lucas. Alors ici, c'est surtout la critique de Lucas, selon laquelle, effectivement, quand on a un choc, on suppose une invariance des paramètres. Mais ici, les économistes qui ont développé ce type d'outils ont essayé vraiment d'échapper à ces critiques, à construire des modèles pour lesquels, effectivement, le mode de fonctionnement est tel que dès lors qu'il y a choc, ces chocs vont modifier également les comportements des agents économiques. Alors ici, effectivement, dès lors effectivement, que le modèle a ce type de fonctionnement, on abandonne l'hypothèse d'invariance. On ne considère plus que les paramètres sont invariants, et puisque dès lors qu'il y a choc, les comportements qui sont fondés sur des entités rationnelles vont se modifier et la valeur des paramètres avec. Alors, comment se présentent ces modèles? Dans ces modèles, on va retrouver des agents représentatifs
comme des ménages, comme des entreprises, qui peuvent être de différentes catégories, hein, pas une seule catégorie de ménages ou une seule catégorie d'entreprise, mais deux ou plusieurs catégories. Ces agents représentatifs ont des objectifs pour les ménages de maximisation d'utilité et pour les entreprises de profit. Et les phénomènes, les anticipations des agents économiques, ici, sont de type rationnel. Il ne s'agit pas d'anticipation adaptative ou d'anticipation naïve, par exemple, mais plutôt d'anticipation rationnelle. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver également dans ce type de modèle? On peut retrouver une autorité qui est responsable de la politique économique, parce qu'il y a beaucoup d'applications qui ont été faites pour analyser la politique monétaire. On va retrouver également un secteur public et on retrouve également un secteur extérieur. Alors, la dynamique du modèle est impulsée par les chocs. Les chocs, c'est-à-dire la variation de la valeur des paramètres. Alors, dès lors qu'il y a un choc, l'équilibre qu'on avait au départ va être perturbé, va être modifié, et l'économie va s'acheminer vers effectivement un autre équilibre qui va dépendre de la manière dont les agents économiques vont modifier leur comportement. La vitesse d'ajustement, c'est-à-dire le délai par lequel on passe d'un état d'équilibre à un autre, va dépendre de certains facteurs, notamment des rigidités, soit des prix et des salaires, ou bien des frictions des marchés, hein, puisque ici, les marchés ne sont pas forcément des marchés de concurrence pure et parfaite, mais c'est des marchés caractérisés, par exemple, par la concurrence monopolistique. Alors, la première génération de modèles de ce type, DGSE, ça a été conçu d'abord pour étudier l'effet des chocs de productivité. Et on les appelait des modèles de cycle réel ou Real Business Cycle. Mais cette première génération de modèles des SGE a fait l'objet d'un certain nombre de critiques. D'abord, on peut noter le fait que dès lors que les hypothèses de concurrence parfaite et d'anticipation rationnelle sont posées, on peut aboutir à des conclusions assez fortes, des conclusions par exemple telles que l'inefficacité de la politique économique, qui n'est pas quand même, comment dire, qui n'a pas été, comment dire, constatée empiriquement. Hein. On a constaté une certaine efficacité de la politique économique, même si peut-être la valeur des multiplicateurs n'est pas aussi élevée qu'on aurait pu le penser au départ. Et ensuite, une autre critique, c'est que ce type de modèle n'a pas pu permettre de reproduire de manière satisfaisante un certain nombre de faits stylisés. Il s'agit par exemple de l'amplitude des fluctuations des heures travaillées ou des fluctuations des heures travaillées ainsi que du salaire réel. Et une autre critique aussi adressée à ce type de modèle, c'est qu'il n'accorde pas beaucoup de place à la monnaie. Alors, on a eu une deuxième génération de modèles qui caractérisée par le fait que la démarche méthodologique a été enrichie. Il y a toujours une base microéconomique, hein, des agents économiques qui vont un programme d'optimisation, maximisation d'utilité, maximisation de profit. Ces agents, ce sont les ménages, ce sont des entreprises non financières et des entreprises financières. Et dans cette deuxième génération de modèles, on a le socle valorisien qu'on a modifié. Pourquoi? Parce qu'ici, on accorde également une place à des phénomènes de friction ou à des phénomènes de distorsion, c'est-à-dire des rigidités nominales, des rigidités réelles et des comportements assez particuliers des marchés. Alors, ces modèles DGE, effectivement, ont un certain nombre d'avantages ou de forces. D'abord, on peut noter la rigueur de la spécification, qui, effectivement, le fondement théorique qui est assez robuste, hein, et à partir de laquelle on peut faire une interprétation un peu du passé. Ils permettent également d'évaluer les politiques, mais en termes de bien-être, parce que dans ces modèles, les résultats et les chocs permettent de voir comment ces chocs vont agir sur le bien-être des ménages. Et donc, quand on a différents types de chocs, on peut voir quels sont les chocs qui agissent plus, en tout cas, qui donnent les meilleurs résultats sur le bien-être des ménages.
Mais ces modèles également ont un certain nombre de limites, parmi lesquelles on peut noter le fait qu'ils ont tendance à considérer que l'horizon est très lointain. Et les anticipations sont également de type rationnel. Et ça conduit quelquefois à des conclusions qui, en fait, sont assez éloignées de la réalité, en tout cas des faits tels qu'ils sont observés. On peut noter également que, comme pour les modèles d'équilibre général calculable, pour certains paramètres, la valeur est déterminée par calibrage et non sur une base théorique ou empirique, en tout cas assez claire. Donc là, c'est quand même un élément d'insatisfaction. Et ensuite, on peut noter que les effets des politiques sur le bien-être des ménages vont dépendre de la manière dont les frictions sont introduites dans les modèles. Parce qu'il y a différents types de frictions et il y a différents types de façons de les introduire. Mais le constat qui est fait, c'est que généralement, ces frictions, ces distorsions, le modélisateur a comme souci plus de les prendre en charge de telle sorte que ça rende assez aisé les calculs. Donc, ce sont ces commodités de calcul qui prennent le pas sur les arguments théoriques ou empiriques, ce qui effectivement pose problème. Alors ici, donc, nous avons une synthèse, effectivement, des différents types de modèles, les caractéristiques, donc c'est un tableau de synthèse. On voit les différents types de modèles que nous avons passés en revue, c'est-à-dire, dans chaque cas, on indique ces modèles sont utilisés pour quoi faire. Hein? On a par exemple un premier type de modèle comptable ou quasi-comptable, c'est essentiellement pour faire des projections. On indique également la méthode, la démarche pour estimer ou pour résoudre le modèle. On indique également les forces, également les faiblesses. Donc, c'est un tableau qui fait en fait la synthèse de modules qui vient d'être présenté. Je vous remercie de votre aimable attention.